il y a une faille qui vient d'être découverte sur tous les MacBook M1, M2, M3 qui est infixable par Apple. Et en théorie, c'est une faille qui est très critique, mais on va voir qu'en pratique, pas tant que ça. Elle permet depuis un programme qui est sur la machine de pouvoir accéder à toutes les variables, tous les secrets des autres programmes qui tournent sur la même machine. Donc c'est une faille qui est vraiment dans le CPU, donc même si ton programme il est codé parfaitement, qu'il n'y a aucun problème d'algorithme ou de faille dans ton code, et tu peux quand même te faire voler des données. Et pour donner un exemple plus concret, dans ton MacBook, tu as une clé de chiffrement qui chiffre tout ton disque dur pour pas qu'on puisse prendre tes données. Si jamais quelqu'un prend ton ordi, même s'il enlève le disque dur pour pouvoir essayer de récupérer les données, elles sont chiffrées, il peut pas y accéder. Sauf que quand ton ordi il est allumé, il déchiffre ces données et la clé de chiffrement, elle est enregistrée dans la mémoire du programme qui sert à chiffrer et déchiffrer. Et donc cette faille pourrait être utilisée pour récupérer cette clé de chiffrement et pouvoir récupérer toutes tes données. Un autre exemple qui est un petit peu plus critique, en entreprise, tu as des serveurs. Et donc imagine que tu as un serveur web pour une banque par exemple, qui sert à chiffrer et déchiffrer les connexions entre les utilisateurs et le serveur, cette faille pourrait permettre de récupérer les clés de chiffrement et donc pouvoir soit se faire passer pour le site de la banque, soit pouvoir récupérer toutes les informations des utilisateurs qui utilisent ce site web. Et ça, comme je t'ai dit, même si ton code est parfait, même si tu utilises des conteneurs pour séparer, et même si potentiellement tu utilises des machines virtuelles pour vraiment séparer, pour être sûr qu'un programme n'ait pas accès à l'autre, cette faille permet quand même de récupérer les données. Et donc concrètement, comment est-ce que cette faille, elle fonctionne? Elle utilise ce qu'on appelle un side channel. Ça veut dire qu'au lieu d'essayer d'attaquer le programme en lui-même, l'algorithme ou des choses comme ça, on va essayer de trouver une autre source d'information qui est un petit peu indirecte pour pouvoir récupérer petit à petit assez d'informations pour pouvoir hacker notre cible. Imagine que notre programme c'est une serrure et que ce programme il a un secret. Le secret il correspond au code qui permet d'ouvrir le coffre-fort. Le side channel, ça serait un engrenage dans la serrure qui permet de faire en sorte que la serrure elle s'ouvre plus rapidement ou quelque chose comme ça. Mais que quand ce mécanisme il se met à tourner, il y a un petit clic qui sonne. Et même si la serrure elle est parfaitement sécurisée, elle est inviolable, impossible de l'ouvrir, l'équivalent ça serait d'essayer un certain type de combinaison particulière qui vont déclencher ce clic, et en fonction de si on a ce clic ou pas, ça nous permet d'avoir des informations sur le fonctionnement interne du verrou, savoir dans quelle position se trouvent les engrenages, des choses comme ça, et petit à petit avoir assez d'informations sur quel est le code qui permet d'ouvrir le coffre-fort. Et donc en faisant un certain nombre d'essais très spécifiques, on va leaker assez d'informations sur le processus interne jusqu'à ce qu'on est capable d'ouvrir le coffre-fort, de récupérer le secret du programme. Et donc ici, le side channel qu'on va utiliser, c'est pas le son, même si ça peut potentiellement exister, c'est le temps. Parce que imagine, tu as un programme qui, pour simplifier, il vérifie si le mot de passe qu'on lui envoie en entrée, il correspond au mot de passe qu'il a gardé en secret, dans la mémoire. Donc imaginons que le mot de passe c'est secret, et je lui envoie comme essai A, 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 A. Et mon programme, il va regarder le premier caractère, il va dire A, ok, A c'est pas S, donc ça veut dire que c'est mort, c'est pas le bon mot de passe, je réponds que c'est pas le bon mot de passe. Ok, très bien. Maintenant, si je réessaye et que j'envoie S, 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 le programme, il va regarder le premier caractère, S, ça correspond à S, ok, je continue. Ensuite, S, est-ce que ça correspond à E? Ah non, ok, donc là, je réponds que c'est pas bon. Et si je mesure le temps, je vais voir que là, le programme, il a mis un petit peu plus de temps à me répondre. Et donc, je vais pouvoir déduire que la première lettre, c'est bien un S. Et donc, avec cette technique, sans faire tant d'essais que ça, je peux deviner le secret qui est dans la mémoire de mon programme, que normalement, j'aurais jamais pu accéder autrement. Et donc ça, c'est un exemple très simple, et donc évidemment, comme par exemple toutes les librairies de cryptographie qui servent à chiffrer les choses sensibles, sont programmées en prenant en compte ce type d'attaque-là. Et donc ça s'appelle du constant time programming, et donc ces programmes, ils sont faits en sorte que, quel que soit ce qu'on leur donne en entrée, ils vont toujours prendre le même temps pour pouvoir faire les opérations. Donc dans notre exemple de programme simplifié, ça serait vérifier toutes les lettres avant de répondre, même si dès la première lettre, ça correspond déjà pas. Mais avec cette faille, même si les programmes ils sont spécifiquement codés avec ça en tête, le fait de toujours prendre le même temps, on peut quand même récupérer assez d'informations pour pouvoir liquer des secrets. Et pour comprendre comment ça fonctionne, il faut comprendre qu'un CPU, un processeur, quand un programme il lui demande de faire quelque chose, par exemple on veut faire l'opération A plus B, il va aller chercher en RAM, c'est quoi A, il va aller dans la RAM, il va le chercher, et il va le mettre dans son cache. Ensuite, il va aller chercher B, pareil, il va le mettre dans le cache. Et ensuite, à l'intérieur du CPU, il va faire son calcul, A plus B, et enregistrer la réponse quelque part. Et pourquoi il le met en cache? Parce que dans mon programme, si je fais A plus B, très probablement que dans la suite de mon programme, je vais réutiliser A et B. Et donc c'est pour ça que le CPU, il va garder le plus possible de variables en cache, comme ça il n'a pas besoin d'aller les chercher en mémoire. Parce que le cache, il est vraiment dans le CPU, donc c'est vraiment très rapide, alors que la mémoire, même si c'est rapide comparé au disque dur, etc., c'est quand même 100 fois plus lent que le cache qui est directement dans le CPU. Et le truc, c'est que le cache, on peut pas y accéder directement du point de vue d'un programme, c'est vraiment le CPU qui gère ça, mais il est partagé
par toutes les applications. Donc c'est CPU qui gère, ok, bah, cette variable-là, je la mets en cache, et puis quand il n'y a plus de place, parce que le cache est beaucoup plus petit que la RAM, donc il faut qu'il gère la place, et donc quand il n'y a plus de place, et bah, il enlève des vieux trucs, et puis il remet des nouveaux trucs. Et ça, c'est un type de side channel qui est déjà connu, et une des méthodes qui utilise ça, elle s'appelle Prime and Probe, et elle consiste à écrire un petit programme, le programme attaquant, qui va remplir le cache. Il va récupérer plein de variables en mémoire, le CPU, lui, il est obligé de les mettre en cache parce qu'il se dit « je vais en avoir besoin », et donc il va enlever toutes les autres variables des autres programmes qui sont en train de tourner. Et on va faire ça constamment, de manière à tout le temps remplir le cache. Et une fois qu'on a rempli notre cache, notre programme, il va réappeler ces variables-là, et il va mesurer combien de temps ça prend pour pouvoir récupérer l'information. Donc sur Linux ou sur Mac, un programme, il peut demander au système de chronométrer des opérations avec une très grande précision, et c'est assez précis pour pouvoir savoir si une variable, quand je la récupère, est-ce qu'elle est venue de la RAM, ou est-ce qu'elle est venue du cache directement, parce que si mon CPU est parti chercher dans le cache, ça va être très rapide par rapport à si j'allais chercher en RAM. Et donc de cette manière-là, si on remplit le cache tout le temps, et on est constamment en train de mesurer si on peut accéder rapidement à nos variables, et ben on est capable de détecter, dès qu'il y a un autre programme qui a besoin d'une variable, et ben cette variable-là, elle va être mise dans le cache, ça va faire que notre programme attaquant, et bah quand il va essayer d'y accéder, ça va être un petit peu plus lent, vu que notre CPU, il a dû enlever une des variables de notre programme attaquant pour mettre une des variables de notre programme victime. Et donc avec cette méthode, notre programme attaquant, il peut détecter dès qu'un autre programme accède à une adresse mémoire. Donc ça tout seul, c'est une technique qui existait déjà, rien de nouveau, et ça ne nous permet pas de faire grand chose parce que les programmes ils sont déjà codés d'une manière à ce que ça change rien. De toute manière, ça fait pas grand chose, on peut juste savoir que le programme a accédé à une variable. C'est pas fou. Mais là où les chercheurs ils ont innové, c'est qu'ils ont utilisé cette méthode avec une nouvelle méthode qu'ils ont inventée. Dans le CPU, il y a des optimisations qui sont faites pour qu'il aille encore plus vite. Une de ces optimisations s'appelle le prefetch, c'est-à-dire que quand un programme il va accéder par exemple à l'adresse mémoire numéro 1, il fait quelque chose, ensuite il va accéder à l'adresse mémoire numéro 2, ensuite numéro 3, bah là le CPU, il voit que le programme lui a demandé 1, 2, 3, et il va se dire, si ce programme il a eu besoin de 1, 2, 3, très probablement qu'il va avoir besoin de 4, 5, 6, 7, 8. Et donc il va à l'avance aller chercher 4, 5, 6, 7, 8 et le mettre dans le cache. Comme ça, quand le programme est continu et il demande ce qu'il y a dans l'adresse mémoire numéro 4, et ben c'est déjà dans le cache et donc c'est beaucoup plus rapide. Tout ça, encore une fois, c'est complètement transparent pour le programme lui fait juste accéder à ce qui est en RAM, mais c'est le processeur qui fait en sorte que c'est juste beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est une technique qui est dans tous les CPU, mais dans les CPU de Apple, M1, M2, M3, et même dans les derniers CPU d'Intel de 13e, 14e génération, il y a une nouvelle méthode qui s'appelle le DMP, Data Memory Prefetcher. Cette optimisation, au lieu de regarder l'adresse des cases mémoire, 1, 2, 3, 4, il va regarder le contenu. Qu'est-ce qu'il y a à l'adresse numéro 1, qu'est-ce qu'il y a à l'adresse numéro 2. Et en programmation, un truc qui est beaucoup utilisé, c'est des pointeurs. C'est-à-dire c'est une variable dont la valeur, c'est l'adresse d'une autre variable quelque part. Ça s'appelle un pointeur, c'est utilisé tout le temps en programmation. Et donc le DMP, il regarde la valeur d'une variable, et si cette variable, elle pointe vers une autre adresse, il va aller chercher cette autre adresse pour la mettre en cache aussi, parce que, pareil, dans 95% des cas, si ton programme il accède à un pointeur, et il va très probablement avoir besoin de la valeur qui est pointée par ce pointeur. Et donc ce que les chercheurs en cybersécurité, ils ont trouvé, c'est qu'ils ont reverse engineer comment fonctionnait le DMP, parce que comment est-ce que le DMP il fait pour savoir si c'est un pointeur ou pas qu'il y a dans la variable? Parce que la variable, ça peut être n'importe quoi, ça peut être le chiffre 2, ça peut être 0,45, ça peut être 3 milliards. Comment est-ce qu'il fait pour savoir que c'est un pointeur vers une autre adresse? Et donc en gros, ils ont fait plein d'essais pour essayer de comprendre comment est-ce que le DMP il détermine si oui ou non c'est un pointeur ou pas. Et à tel point qu'ils sont capables de construire une variable qui va ressembler à un pointeur pour le DMP. Et donc quand le DMP va voir cette variable, il va aller chercher la valeur en mémoire qui est pointée par ce pointeur, et puis boum, il va la mettre en cache. Et donc ça veut dire qu'avec cette méthode, on est capable de déclencher le DMP à volonté, de lui faire aller récupérer n'importe quelle adresse mémoire comme on veut. Et donc c'est pareil, ça tout seul, ça nous aide pas trop. Par contre, combiner le fait qu'on est capable de savoir si n'importe quel programme a accédé à une valeur en mémoire, et de déclencher quand on veut le DMP pour qu'il accède à une valeur en mémoire, ça, les deux combinés, on peut commencer à faire des trucs intéressants. Si on reprend notre exemple de serveur web d'une banque, on va se connecter au serveur comme n'importe quelle personne, et on va envoyer des données à ce serveur web, et ce serveur web, il va utiliser ces données pour pouvoir les chiffrer, les déchiffrer, etc. Et comme la plupart des algorithmes de chiffrement ils sont connus, on sait qu'est-ce qu'il va essayer de faire avec ces données-là. On ne connaît pas les secrets, les variables, les clés de chiffrement, mais on sait dans quel ordre il va faire les opérations. Et dans ce programme, si on trouve une fonction qui prend ma valeur en entrée et qui la modifie en fonction de quelque chose qui est censé être vraiment secret. Imaginons par exemple une variable secrète qui est 1 ou 0, et par exemple s'il y a un moment dans le programme où si cette valeur elle vaut 0, et la valeur qu'on a envoyée en entrée, il fait rien avec, et puis il continue le reste du programme, mais si la valeur secrète vaut 1, il va retourner la variable pour pouvoir faire des opérations cryptographiques par exemple dessus. Donc si par exemple ma valeur c'était ABCD, il le retournerait pour faire DCBA. Si on trouve un morceau de code comme ça dans le programme qu'on veut attaquer, on peut envoyer en entrée des valeurs un petit peu trafiquées pour que
Quand elles sont à l'endroit, eh ben, ça ressemble à une valeur normale, mais quand tu la retournes, eh ben, cette valeur, elle ressemble à un pointeur qui va pointer vers quelque chose. Donc on va utiliser notre première méthode de pram and probe, où on va constamment tabasser le cache pour le remplir tout le temps, pour pouvoir monitorer si une adresse est utilisée dans le cache. Et ça, on le fait constamment, constamment, constamment. Et en parallèle, on va envoyer notre input trafiqué, et on va regarder ce qui se passe. Si notre variable secrète, elle vaut 0, et ben, il va rien se passer. La variable, elle va être considérée comme une variable normale, et puis il va continuer son petit chemin, et puis rien de spécial. Mais si la variable secrète, elle vaut 1, et ben ma variable, elle va être retournée. Quand elle va être retournée, elle va ressembler à un pointeur. Le DMP va voir, oh, un pointeur, je vais aller chercher vers quoi ça pointe. Et cette valeur en mémoire qui est pointée, bah, nous, on est constamment en train de vérifier si on y accède ou pas. Et donc, on va tout de suite savoir que le programme a accédé à cette variable. Et donc, avec cette méthode, le programme victime, il a leaké la variable secrète 0 ou 1. Donc là, on peut se dire, ok, tu as trouvé une variable secrète 0 ou 1, c'est pas un truc de fou. Sauf que ça, tu peux le faire continuellement, jusqu'à récupérer assez de variables secrètes qui vont te permettre de retrouver la clé de chiffrement originelle. Et dans le cas d'un serveur web de banque, qui va te permettre de soit usurper l'identité du serveur web, soit déchiffrer toutes les informations des personnes qui utilisent ce site web. Et ça, même si le site web est codé parfaitement, même si la librairie de chiffrement est codée parfaitement, que tout est parfaitement sécurisé. Donc, il y a des cas où ça peut être extrêmement grave. Donc, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir contrer ce type d'attaque, qui est, au passage, je sais pas comment les mecs ils ont fait pour penser à tout ça, c'est vraiment un truc de fou. La première chose qu'on pourrait essayer de faire, ce serait de désactiver les compteurs haute performance. Sur Linux, c'est désactivé par défaut, c'est-à-dire qu'un programme classique qui n'est pas root, il peut pas demander un compteur haute performance parce que la plupart des programmes, ils n'ont pas besoin de pouvoir mesurer le temps aussi précisément. Donc dans ce cas, ça nous aide un petit peu. Par contre, sur macOS, les compteurs de performance, n'importe quel utilisateur, il peut y accéder. Mais même si on les désactivait sur macOS, le programme attaquant, il pourrait quand même faire un deuxième programme qui lui fait juste incrémenter une variable, a égale 0, a égale 1, a égale 2, a égale 3, le plus vite possible. Même si c'est pas une valeur en seconde, bah juste c'est une valeur en cycle qui va être plus grande quand on accède à la RAM que quand on accède au cache. Et donc ça nous permettrait de bypasser le fait qu'on n'a pas accès au compteur de performance. Donc ça, c'est pas vraiment une option. Une autre option, ça serait de désactiver le DMP, parce que dans notre cas, c'est le DMP, cette optimisation qui est utilisée en tant que side channel pour pouvoir nous donner une information sur ce que le programme victime est en train de faire. Et donc si on le désactiverait, eh ben pas de problème. Sauf que si tu le désactives, tu as une grosse perte de performance parce que à la base c'est une optimisation. Donc ton CPU il va juste fonctionner moins vite. Donc ça, c'est pas le top non plus. Mais dans certains cas, ça peut être acceptable de le désactiver juste pour certains programmes, et c'est d'ailleurs le cas sur les processeurs M3, donc ceux de toute dernière génération. Apple, ils ont dû sentir que ça sentait pas bon, et donc à partir des M3, si un programme il fait des opérations cryptographiques très sensibles, il peut dire au CPU, ok, tu vas pas utiliser le DMP, je vais être un petit peu plus lent, c'est pas très grave, mais pour ce que je vais faire là, je veux pas que tu l'utilises. Donc ça, c'est potentiellement la meilleure solution, surtout si les opérations qu'on fait, c'est pas la majorité des opérations qui sont faites, c'est pas très grave de perdre un petit peu de performance si c'est pour 1% des opérations, quoi. Mais cette solution-là, évidemment, c'est que pour les M3 et ceux qui vont venir après. Pour tous les iMac et MacBook qui sont en M1, M2, tu peux pas le fixer. C'est vraiment dans le CPU, tu peux pas l'enlever, quoi. C'est vraiment hard-codé dedans. Une autre chose qu'on pourrait faire, si par exemple on est sur ces MacBooks-là et qu'on peut pas désactiver le DMP, ça serait, dans notre programme, de demander au CPU de flusher le cache à chaque fois qu'on fait une opération critique. Et ça, pareil, ça règle le problème, mais ça vient avec un énorme coût en termes de performance, c'est-à-dire que notre programme il va être vraiment, vraiment moins performant, puisqu'il va devoir aller chercher ses variables en RAM, et donc pas utiliser le cache. Donc c'est vraiment pas top. Mais entre pas sécurisé et pas top, parfois on préfère pas top. Une autre façon que les chercheurs ont potentiellement recommandé, ça serait de faire en sorte que ton programme, quand il prend les entrées, il va les mélanger d'une manière que ça va quand même donner le même résultat à la fin, mais ça va faire en sorte que l'attaqueur, ça va être très difficile pour lui de savoir de quelle manière notre input va être mélangé, et donc de prédire que ça va être transformé ou non en un pointeur. Donc ça, c'est la cryptographie encore avancée. Donc ça serait une manière de coder défensivement contre ce type d'attaque, qui serait potentiellement pas infaillible. Si vraiment on arrive à savoir exactement comment tu as modifié mon entrée, je peux quand même essayer potentiellement de trouver un moyen de faire en sorte que ça ressemble à un pointeur à la fin, mais ça peut considérablement compliquer le travail des attaquants. Et une autre solution, qui est potentiellement la plus simple, ça serait d'utiliser les petits corps sur les processeurs ARM. En gros, dans l'architecture des processeurs de Mac, il y a deux types de corps. Tu as des corps performance qui sont vraiment balèzes, ils peuvent faire des calculs super compliqués, super rapidement, mais ils consomment beaucoup d'énergie. Et tu as aussi des petits corps qui sont beaucoup moins rapides, qui peuvent faire des opérations beaucoup moins compliquées, mais ils sont très efficaces, ils consomment très peu d'énergie. Et justement, sur ces types de corps-là, il n'y a pas de DMP, parce que le DMP, ça consomme de l'énergie. Et donc si on a un programme qui est très sensible, qui fait des opérations cryptographiques, qui contient des secrets, etc.,
on pourrait dire, bah, ce programme, il va être figé sur les corps les plus efficaces, parce qu'il n'y a pas de DMP dessus, donc pas de DMP, pas de problème. Et donc on aurait moins de performance, mais encore une fois, souvent on préfère que ça soit sécurisé et un peu moins performant que l'inverse. Pour tout ce qui est opération cryptographique très très sensible. Donc dans un environnement serveur, cette faille, elle serait catastrophique, parce que c'est très 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 courant d'avoir des applications qui partagent le même serveur. Par exemple, quand on fait de la virtualisation, ou quand on fait de la containerisation, ou que même simplement on a un environnement partagé. Ça veut dire que n'importe quel utilisateur peut voler toutes les informations et tous les secrets de tous les autres programmes, tous les autres utilisateurs qui tournent sur cette même machine, sur ce même CPU. Ça, c'est en théorie. En pratique, il y a très peu de Mac qui sont utilisés en tant que serveur. Il y a des cas très particuliers, comme par exemple si on fait du développement sur iOS, bah parfois on va utiliser des Mac qui sont configurés en tant que serveur pour pouvoir compiler notre application iOS, faire des tests dessus, etc. Parce qu'une application iOS peut tourner que sur un Mac, mais c'est un cas vraiment très particulier et 99,999% des Mac et des MacBooks qui sont utilisés, bah, c'est juste des gens qui les utilisent tous les jours. Et donc ils ne sont pas partagés entre plusieurs personnes, dont certains pourraient être mal intentionnés. En plus de ça, pour pouvoir utiliser cette faille, eh ben, il faut soit un accès physique à la machine, parce qu'il faut être capable de pouvoir faire tourner un programme dessus, soit il faudrait utiliser une autre faille qui nous permette de démarrer un programme à distance. C'est-à-dire qu'il y a un autre programme, par exemple, dans lequel il y aurait une faille critique. Donc ça veut dire que tout seul, ça ne ferait pas grand-chose, mais potentiellement combiné avec une autre faille très très grave, et bah ça pourrait donner quelque chose de encore plus grave. Donc pour l'instant, c'est encore très très improbable. Donc c'est pour ça qu'en pratique, cette faille, elle ne devrait pas inquiéter grand monde. D'ailleurs, quand les chercheurs, ils ont contacté les différentes entreprises avant de la dévoiler au grand public, et bah Apple, ils n'ont pas répondu. Ils s'en foutent. Probablement parce qu'ils savent que sur les M1, M2, ils peuvent rien faire. Et puis sur les M3 et ceux qui vont suivre après, ils ont déjà corrigé ce problème du fait qu'on est capable de désactiver le DMP quand on a besoin. Donc ils n'ont pas grand chose à faire. OpenSSL, qui est un des plus gros projets de chiffrement, eux ils ont répondu, mais ils ont dit que ça ne correspondait pas à leur modèle de menace. Ça veut dire qu'en gros, si pour pouvoir hacker OpenSSL, entre guillemets, on a besoin de lancer un autre programme qui tourne sur la même machine que le programme qui utilise OpenSSL, bah eux ils disent ouais c'est bon, nous on va pas s'occuper de ça, déjà commence par sécuriser ton ordi pour qu'il n'y ait pas des mecs qui lancent des programmes comme ils veulent, et après on pourra parler, tu vois. Donc ça veut dire qu'ils vont pas essayer de fixer ça, ils vont pas essayer de faire en sorte que le programme se défend contre ce type d'attaque, parce que pour l'instant, c'est très très improbable. C'est pour ça qu'en pratique, il n'y a pas trop à s'inquiéter pour ce type de faille, même si tu as un Mac M1 ou M2, pour l'instant, c'est pas trop grave. Hypothétiquement, s'il y a une autre faille qui est trouvée et qui, en combinaison avec celle-là, pourrait faire un truc plus dangereux, mais pour l'instant, il n'y a pas trop à s'en faire. Donc si ce genre de vidéo très très technique ça t'intéresse, dis-moi, comme ça j'en ferai plus. Et je te conseille d'aller voir cette vidéo où je parle d'une faille qui a été trouvée dans Docker qui permet, depuis un conteneur, de prendre le contrôle root de la machine.